étant une petite présentation rapide de cette réunion, mais comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, tous les trimestres, on sort un bulletin trimestriel d'information qui reprend toutes les SCPI et SCI éligibles dans nos contrats, et donc tous les derniers chiffres du trimestre passé. Il sort donc un petit peu plus tard que les bulletins trimestriels des sociétés de gestion, puisque c'est le temps de rassembler toutes les informations. Ce bulletin trimestriel, là, pour le premier trimestre 2020, il va sortir la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, vous allez tous le recevoir par email. Mais avant cette sortie, on souhaitait faire un petit focus sur certaines SCPI qui sont éligibles. Donc, on a convié effectivement trois assets. Alors, il y aura un petit focus sur 3 SCPI éligibles et puis un petit bonus également sur une SCPI qui n'est pas éligible en assurance vie pour le moment, en tout cas. Hugo, je te laisse peut-être présenter nos intervenants. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a un très beau plateau. On a réussi à réunir pour vous parler un petit peu justement de cette période un peu particulière d'immobilier. Christian Cacciutello, le président de l'UNEP, bien sûr. Salut Christian. Bonjour à tous. Laurent Saint-Aubin, qui est gérant action chez Sofidy, qui nous parle un petit peu macro. Salut Laurent. Bonjour. On a Nicolas Vandanen également, qui est directeur de l'épargne chez Sofidy. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Jean-François Charrier, directeur du développement de Fiducial. Salut Jean-François. Bonjour. Yann Witcock, qui est directeur du fund management chez Perial. Salut Yann. Bonjour à tous. Et Katia Dziebowski, qui est responsable de l'épargne et RCCI chez Foncière et Territoire. Salut Katia. Bonjour à tous. Bon, super, merci à tous en tout cas d'être présents. On va essayer d'être concis, d'être efficace et on va essayer que ça passe bien en termes de connexion. Pour commencer, et avant de passer à la table ronde de SCPI, Christian, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en guise d'introduction ? Oui, je vais vous faire juste un petit rappel qui est uniquement basé sur du bon sens et l'expérience que j'ai vécue depuis 30 ans sur le marché de la SCPI. Donc, tu me coupes au bout de 5 minutes parce que tu sais que je suis très bavard. T'inquiète pas. Je vais vous faire juste un petit rappel. Quand on achète un bien immobilier, d'une manière générale, on achète 2 choses. On achète un bien tangible, des murs avec des fenêtres, un toit, etc. On achète aussi, comme c'est de l'investissement, une relation avec le locataire qui est concrétisée au travers d'un bail. Et donc là, on analyse vraiment tout de suite d'emblée quels sont les risques que l'on peut avoir. 1, avec le locataire, il y a le risque de défaillance ou contentieux. 2, avec ce bien tangible, ça va être de la manière dont techniquement le bien va évoluer et ou la zone géographique sur laquelle il est situé. Alors ça, c'est pour le bien immobilier. Et donc l'intérêt d'acheter des parts de SCPI, c'est que on achète ce même bien, mais on mutualise tous les risques. Le premier est géographique, le deuxième sectoriel, et ce qui donc amène une mutualisation importante au niveau financier. Et derrière tout ça, il s'avère que du coup, on achète une troisième mutualisation qui est en fait la création de millésimes. Parce qu'il faut bien savoir, quand on achète une part de SCPI par rapport à un bien tangible, on achète le patrimoine passé et également le patrimoine futur. Alors, comment est-ce qu'on fait dans nos stress scénarios pour préparer le futur ou éventuellement des crises potentielles ? Qu'on se mette bien d'accord, pour l'instant, nous, on n'a pas l'impression, en tous les cas, on ne vit pas ce qui se passe comme une crise, ça c'est à peu près sûr. Comment est-ce qu'on fait ? C'est très très simple. Si je vais prendre le cas de quelque chose que je vis depuis à peu près 30 ans, c'est le cas d'Immorente. En réalité, quand on a créé Immorente, on avait acheté un local, un deuxième local, un troisième local, la première année, puis la deuxième année, un certain nombre de locaux, et il s'avère qu'au bout de 30 ans, l'évolution du patrimoine a fait que tous les ans, on a eu un prix moyen pondéré d'acquisition de l'immobilier. Et du coup, ça nous a permis de passer au travers des crises. Pourquoi ? Parce que à n'importe quel moment, on a identifié dès le départ, au niveau locatif, c'est le plus gros risque que l'on a actuellement, c'est les risques de défaillance et les risques de contentieux. Si on prend l'exemple de Sofidy, on a à peu près 5000 lots
On a un peu plus de 5 millions en gestion. On a reçu 1000 courriers, ça veut dire 20% du patrimoine, où les gens voulaient voir s'ils pouvaient renégocier quelque chose. Sur les 1000, il y en a 500 qui n'étaient pas justifiés. Et sur les autres 500, il y a des discussions qui ont été en cours. Ça veut dire qu'on a un risque potentiel sur 10% qui ne représente pas 10% des loyers, parce que souvent, ce sont les plus petits locataires. Tout ça pour vous dire que sur l'immobilier, globalement, le risque locatif, il est hyper mutualisé quand on est au travers d'une SCPI. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de maintenir le patrimoine existant, quelles que soient les sociétés de gestion et quel que soit le secteur immobilier, c'est de maintenir les loyers sur le patrimoine existant qui va nous permettre également d'accompagner pour le patrimoine futur la conjoncture. Et l'un et l'autre peuvent se compenser d'une manière générale. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle dans nos communications, qui, je dois l'avouer, sont un peu aseptisées, mais comme tout est normé par l'AMF, on vous dit que tout va bien. C'est vrai que tout va bien, mais il y a quand même une petite bagarre dans nos relations avec 7 à 8% de nos locataires, mais ce qui nous permet aujourd'hui de vous dire qu'on peut tenir des résultats relativement bons. Comment peut-on faire pour tenir des résultats relativement bons? Quand on lit le bilan d'une SCPI, on peut créer des reports à nouveau, on peut avoir des provisions pour travaux, pour risque de défaillance de locataires, etc., etc. Et c'est pendant toute cette période où tout va bien qu'il faut penser à tout ça. Et la meilleure manière de penser à tout ça, c'est quand on achète un local, c'est dans la relation avec le locataire, acheter avec le loyer le plus faible possible. Parce que plus le loyer est faible, plus on a de chance dans les périodes de hausse de l'augmenter. Mais quand les loyers baissent, on sera les derniers à être touchés. Bien évidemment, ce n'est pas nous qui faisons la conjoncture immobilière, mais ça veut dire qu'on a quand même un amortisseur à la baisse. Alors ça, c'est pour la rentabilité immédiate. Et vous savez que le moteur de performance, il est à deux niveaux. Il est et sur les plus-values et sur les dividendes qui sont versés. Sur les plus-values, c'est clair. La valeur d'une part de SCPI, elle est faite à dire d'experts. Et donc, les experts passent tous les ans tous les ans d'une manière tous les 5 ans d'une manière approfondie, et tous les ans, il y a une remise à jour des ABAC. Et en gros, une part de SCPI, d'un point de vue purement technique, ne doit pas s'écarter de plus ou moins 10% de la valeur d'expertise. Ça veut dire qu'on a une frange de 20% dans laquelle on peut tenir. Et il faut savoir que globalement, tous les gérants gèrent leur part de SCPI d'une manière assez classique, en étant le plus proche du médian. Et ça veut dire quoi? Que par exemple, en fin d'année, je prends le cas d'Imran, qui est celui que je connais, un de ceux que je connais le mieux, on est quasiment médian. En fin d'année, en sachant qu'on avait une augmentation, je dirais, des valeurs à dire d'expertise. On n'a pas augmenté cette année, depuis le début de l'année, la valeur de la part. Ça veut dire qu'on a quand même une très grande latitude. Et donc, en réalité, on va réussir à tenir les dividendes grâce à cette mutualisation je dirais, des risques sur le patrimoine passé. Et si jamais on est capable de générer du cash en ce moment, il faut savoir qu'en immobilier, contrairement en bourse, les bonnes opérations, quand il y a des périodes de baisse, elles se font dans les 6 premiers mois, parce que le temps d'acquisition d'un bien immobilier est un peu plus long. On dit qu'en bourse, en général, c'est les 10 premiers jours, le principal de la hausse. En immobilier, c'est les 6 premiers mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a identifié… Pardon? Non, on va devoir. Vas-y, finis, Christian, je te laisse. Je finis, j'en ai pour une minute. Ça veut dire qu'en immobilier, le risque locatif sur un seul local, il est assez important, mais sur une SCPI, il est hyper mutualisé par le jeu et des millésimes et de la diversification et de la mutualisation. Ensuite, à partir du moment où on est capable de maîtriser le risque de liquidité, c'est-à-dire la maîtrise des flux entrants et des flux sortants, dans la mesure où on a une fourchette de plus ou moins 10 et qu'on a acheté avec des loyers qui sont relativement faibles, globalement sur le prix de valeur de part pendant les périodes d'incertitude, globalement, on arrive à s'en sortir et à tenir le cap et à bien résister à ces périodes on va dire, de stress. Donc voilà, en 2 mots, ce que je voulais vous rappeler. C'est assez difficile en 5 minutes, mais on va en reparler tout au long de la… Oui, on va en reparler tout au long. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. On va passer la parole à Laurent. Alors, Laurent, tu n'es pas gérant de SCPI. Tu es un gérant d'actions chez Sofidy, spécialisé sur les foncières cotées. Mais du coup, tu as une vision du marché un peu 360 et on voulait que tu nous dises quelques petits mots sur ta vision macro en ce moment du mobilier. Désolé, Christian a pris plus de 5 minutes, donc tu vas avoir un petit peu moins.
Alors, je vais parler le plus vite possible. Je voudrais faire quelques remarques sur l'environnement. Je n'ai pas la prétention de prévoir devant vous quelle va être la situation macroéconomique. Et puis, je voudrais surtout vous dire un mot sur l'image que les marchés financiers ont donnée de l'évolution des différentes classes d'actifs immobilières. Donc, sur la conjoncture, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est la particularité de cette pandémie. La particularité, c'est que au mois de mars, on a décidé de fermer l'économie. C'est pas l'économie qui s'est écroulée, il n'y a pas eu de faillite bancaire. C'est une décision coordonnée des États pour évidemment essayer de limiter l'épidémie. La deuxième particularité, c'est qu'il y a eu, contrairement à 2008, une réponse coordonnée et massive, aussi bien des banques centrales que des États. Donc ça, c'est un point positif. La troisième particularité, c'est que les banques n'ont pas fait faillite et ne feront pas faillite. Elles sont d'une certaine façon aujourd'hui sous l'ombrelle de l'État. Ça veut dire quoi? On a fermé l'économie, ça veut dire qu'on la rouvre et que donc forcément les outils ne sont pas cassés. Donc ça, c'est pour l'optimisme. Ensuite, quelle courbe de reprise va être mise en œuvre? Est-ce qu'on va avoir une courbe en V? Est-ce qu'on va avoir une courbe en U? Nul ne le sait, ça dépend massivement des anticipations des agents économiques, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, mais aussi vous ou moi en tant que consommateur. Donc ça, c'est la psychologie est extrêmement importante. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que finalement, ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'on est dans une logique darwinienne, c'est-à-dire que les entreprises, les secteurs qui allaient le mieux se sont détachés et vont encore mieux en relatif, et les secteurs ou les entreprises qui allaient mal sont probablement dans des situations très difficiles et beaucoup plus difficiles. Donc voilà pour ces quelques mots sur la macroéconomie. Ensuite, quelle image nous donnent les marchés de l'évolution des différentes classes d'actifs immobilières? Si on prend comme point de départ le 19 février dernier, qui est le moment où la pandémie de Covid rentre vraiment en plein dans la préoccupation des marchés, ce qu'on constate, c'est une extrême diversité des comportements. Donc, il est très important de mettre un S aujourd'hui à immobilier. Il y a des classes d'actifs immobilières qui n'ont plus rien à voir entre elles. Et les marchés financiers sont particulièrement intéressants là-dessus, puisqu'on a 350 sociétés cotées et donc une grande diversité. Donc, cet immobilier avec un S, ça se traduit comment en bourse? Ça se traduit avec trois classes d'actifs qui sont sévèrement touchées. Les bureaux, si on ne tient pas compte des dettes, les valeurs des bureaux en bourse ont baissé de 24% depuis le 19 février. Les commerces, le commerce en Europe continentale a baissé de 23% depuis le 19 février. Et enfin, un secteur qui intéresse beaucoup les investisseurs, qui est les résidences étudiantes, qui lui a baissé de 28%. Donc ça, c'est pour les performances très négatives. Et en face de ça, ce qui justifie toujours la notion d'immobilier valeur refuge, on a deux classes d'actifs qui s'en sortent très bien. Le logement, le résidentiel allemand est quasiment stable depuis le début de l'année. Et puis la logistique, portée évidemment par l'explosion de la part de marché du commerce électronique, la logistique qui enregistre un recul de 8% seulement. Qu'est-ce que ça... si on réintègre maintenant les décotes sur actifs nets réévalués, le niveau d'endettement et les frais généraux, tout ça se traduit curieusement par une prime de risque, c'est-à-dire ce que les marchés anticipent que ces classes d'actifs vont rapporter par rapport au taux de l'emprunt sans risque, les emprunts d'État. Donc, ces primes de risque
sont assez comparables, malgré des baisses de valeur qui sont très différentes. Donc, on est sur des primes de risque compris entre 440 points de base pour le commerce et 410 points de base pour le résidentiel. Ce qui veut dire que la baisse des cours de bourse n'a rien de fou. Elle est relativement raisonnable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Ça veut dire qu'elle intègre en fait la fermeture du marché de l'investissement, fermeture qui est disparate. Il n'y a aucune transaction en commerce, il y a toujours des transactions en logement et en matière de logistique. Ça intègre le questionnement structurel sur l'usage des différents actifs. Il n'y a pas de questionnement sur le logement, il n'y a pas de questionnement sur la logistique. Par contre, il y en a un fort sur le commerce et sur le bureau à l'avenir. Et ce questionnement, il a évidemment un impact concret qui est comment est-ce qu'on envisage l'évolution des loyers, l'évolution des vacances et l'évolution du modèle à l'avenir. Okay. Si on prend, pour finir très rapidement, si on prend les cours de bourse et qu'on regarde les décotes instantanées, elles sont extrêmement fortes. Je voudrais prendre l'exemple d'une foncière française que vous connaissez bien, qui s'appelle Mercialis. C'est une foncière de commerce uniquement présente en France. Le cours de bourse de Mercialis, c'est 6,80 €. L'actif net réévalué de Mercialis, à fin 2019, il était de 20 €. Est-ce que la vraie valeur du commerce des actifs de Mercialis et la vraie valeur du commerce, c'est 6,80 € ou 20 €? Ce que la bourse nous dit, c'est que les valeurs de commerce vont baisser à l'avenir. Les marchés anticipent un actif net réévalué de Mercialis de l'ordre de 16 € fin 2022. Et ce que les marchés prennent en compte aussi, c'est l'absence de transactions, encore une fois. Donc, en instantané, cette situation me paraît raisonnable et pas folle, et elle donne des indications, évidemment, pour les marchés privés qui ne sont pas sensibles à la volatilité des marchés boursiers. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Laurent. Merci Laurent. Rentrons dans le vif du sujet avec nos partenaires maintenant. Ce que je vous propose, il y a déjà eu effectivement quelques petites questions qui ont été posées sur le QNR. C'est notamment des sujets qu'on a prévu d'aborder avec tout le monde. On va se dérouler un petit peu sur quatre grands thèmes. On va vous laisser chacun présenter peut-être juste en une minute les SCPI dont on va parler pour un petit rappel simple. Après, on fait un focus effectivement sur les locataires et le parc immobilier en règle générale selon les SCPI. Un petit focus sur les investissements à venir et la gestion de la trésorerie actuelle. Après, troisième point, focus sur les rendements à venir et puis un petit focus sur le report à nouveau là-dedans. Et puis enfin, valeur de reconstitution et prix de part pour terminer. Je vous laisse chacun la parole. Peut-être donc d'abord Nicolas pour Effimo, Jean-François pour Ficommercial pour Grand Paris et Katia pour Cap Foncière et Territoire. En une minute, nous rappeler un petit peu voilà, les caractéristiques de ces 4 SCPI. Vas-y Nicolas, commence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler d'Effimo. Effimo, c'est une SCPI que vous connaissez bien, hein, puisque c'est le deuxième gros véhicule géré par Sofidy. C'est une SCPI de bureau, SCPI de rendement orienté bureau, qui fait maintenant près d'1,5 milliard de capitalisation. Je pense que Effimo est l'une des SCPI de bureau les plus mutualisées que vous puissiez trouver effectivement aujourd'hui sur le marché. Hein. Christian soulignait l'importance des sujets de mutualisation sous tous les angles. Eh bien, même si c'est aujourd'hui une SCPI de bureau, on va retrouver un angle de mutualisation géographique et puis décliné à différentes échelles. Donc, c'est une SCPI que vous utilisez beaucoup dans vos allocations, fort de niveaux de distribution qui sont bons. Hein. L'année dernière, on était
pas loin des 5% de niveau de distribution. Et je pense qu'on l'évoquera après les perspectives. Pauline, tu le soulignais, mais voilà, donc cette SCPI aujourd'hui, au-delà de ces 1500, c'est 1,5 milliard pardon, de capitalisation. Derrière, c'est près de 900 locataires quand même qui sont dans ce véhicule. Donc, c'est pour souligner quelque part cette importance de la mutualisation à travers de ce fonds. Super. Oh, tu l'as respecté à pile poil. Vas-y, Jean-François. J'essaie de faire aussi bien. Donc, FICommerce, comme son nom l'indique, c'est une SCPI spécialisée commerce, 82% de commerce. J'aime bien dire que FICommerce est la petite sœur d'Immorente de l'époque, puisqu'on est resté pur commerce et que l'objectif d'investissement est un petit peu ce que vous faisiez à l'époque, à savoir beaucoup de crédits d'immeubles, des petits actifs. Donc, c'est une SCPI qui fait aujourd'hui 700 millions de capitalisation, qui a là aussi privilégié la mutualisation puisqu'on est très, très diversifié avec plus de 550 locataires. Pour une SCPI de 700 millions, ça vous donne une idée de la taille des actifs aussi. C'est une SCPI qui est diversifiée 50% Paris, région parisienne, moitié-moitié, et 50% province, avec une petite modification depuis 4 ans maintenant, puisqu'on a regroupé essentiellement nos acquisitions et puis on a fait beaucoup d'arbitrage pour se concentrer sur les 5 sites grandes métropoles régionales, avec comme priorité Lyon et Lille notamment, qui sont les secteurs privilégiés en termes d'acquisition. Voilà, donc c'est une SCPI qui a une bonne performance, puisqu'on a fait la NR 460 de DVM, ce qui est plutôt correct pour 4,57 exactement, pour une SCPI commerce qui est très, très parisienne encore et très diversifiée. Voilà. Super, merci beaucoup. Yann? Alors, PEM Grand Paris, c'est une SCPI de bureaux investie dans le premier marché bureau d'Europe, qui est l'Île-de-France, investi dans le marché locatif établi d'Île-de-France. Deuxième marché de bureau au monde, d'ailleurs, d'Île-de-France. Donc, un marché solide et résilient. C'est une SCPI qui se comporte très bien, qu'on a réouvert donc, en 2017. Et depuis le 2017, on est systématiquement à plus de 8% de performance totale chaque année. Vous voyez qu'on a augmenté les prix de part 3 années consécutives, 2018-2019, quasiment 4 à 5% à chaque fois. Donc, c'est une SCPI qui a des fondamentaux très solides et également un report à nouveau qu'on a augmenté depuis 3 ans, puisqu'on est maintenant à quasiment 110 jours de report à nouveau, alors qu'on était à moins de 60 jours il y a 3 ans. Donc, on avait un vrai débat de place il y a quelques années sur qu'est-ce qu'il faut faire du report à nouveau. On voit que le report à nouveau peut être quelque chose de très intéressant dans les mouvements difficiles qu'on vit aujourd'hui. C'est une SCPI de bureau uniquement. Et on pense plus que jamais que le bureau va être… ce qui va être primordial pour bureau, c'est vraiment la localisation et l'implantation. Et vous voyez que c'est une SCPI sur lequel depuis 2 ans, on a acheté qu'en première couronne, parce qu'on pense que sont des marchés sur lesquels, et dans Paris bien évidemment, sur lesquels les utilisateurs seront plus focalisés dans ces moments difficiles. Super, merci beaucoup. Katia? Alors, je vais déjà vous parler un petit peu de foncialité territoire, vous rappeler qu'on a fêté nos 23 ans de gestion de fonds immobiliers la semaine dernière. Pendant 15 ans, on a créé des tours de table, on gère aujourd'hui une quarantaine de SCI et de SAS, et puis on est passé au SCPI en 2013. Cap Foncière et Territoire, c'est le fruit de la fusion de nos 3 SCPI régionales. Nord-Est Horizon a absorbé ses 2 sœurs, qui étaient Rhône-Alpes Méditerranée et Ouest Cap Atlantique. C'est une SCPI à thématique territoriale, dans le sens où on investit en immobilier d'entreprise, mais sur les grandes métropoles dynamiques en région. Aujourd'hui, on exclut clairement Paris et la région parisienne. C'est une SCPI de rendement diversifiée, puisqu'elle investit en partie en bureaux, en commerce et en locaux d'activité, et avec pour objectif le versement depuis l'origine de verser un dividende de plus de 5%. On a réussi notre objectif depuis l'origine et l'an dernier, on a même versé 5,33. Sa capitalisation est de 23 millions d'euros. Alors moi, je parle encore en millions d'euros, pas comme mes confrères en milliards.
Toutefois, on a quand même une grande mutualisation. J'insiste là-dessus parce que Christian en a parlé aussi. Sur 23 millions d'euros, on a 40 locataires puisqu'on investit essentiellement dans des lots de copropriété. Et on a une petite marque de fabrique aussi qui est surtout dans des immeubles qui sont respectueux de l'environnement. On est très attaché à ce sujet. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pauline, tu veux commencer les questions-réponses? Vas-y, Hugo. Le but étant de rentrer un peu dans le vif du sujet un petit peu directement et de rebondir sur, notamment pour ceux qui vont être concernés, sur une question qui a déjà été posée tout à l'heure, mais qu'on souhaitait aborder. C'était une question, je vais la lire quand même pour la personne qui l'a posée. Par ailleurs, une tendance s'est renforcée avec le confinement, le télétravail. Certaines entreprises qui réalisent que les bureaux physiques ne se justifient pas forcément. Comment voyez-vous cette évolution pour les SCPI? Ça, c'est une question focus locataire et parc immobilier qui va plus s'apparenter peut-être à Paris et FIMO. Tout à fait. Je pense qu'on peut être beaucoup à se poser la question. Donc, messieurs, messieurs et madame, mais c'est vrai que la question sur le bureau, concerne également Foncière et Territoire. Combien de contestations? On va parler un peu de vos locataires, un peu de chiffrage. Combien de contestations, les demandes de renégociation? Quelle est la proportion de loyers à risque? Avec une certaine spécificité qui est celle des commerces. Donc, est-ce que Jean-François, tu peux nous parler un petit peu de ton parc locatif? Alors nous, on est évidemment très diversifié puisque à peu près 330 actifs dans une SCPI qui fait 700 millions de capi, vous imaginez. Beaucoup de diversification en termes de secteurs. Je ne sais pas si vous l'avez sur l'écran, mais on est présent dans quasiment tous les secteurs avec un focus sur la partie alimentaire, puisqu'on a un peu plus de 20% sur l'alimentaire, on a un peu plus de 20% sur les services. Alors, les services, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas commerce pur, en fait, puisque FICommerce, c'est 82% de commerce, le reste, c'est du bureau, c'est des services, etc. Donc, on est plutôt positionné très diversifié avec pas mal de grandes enseignes, ce qui nous protège un peu, même si, bien évidemment, parce qu'on a des pieds d'immeubles, on a aussi des TPE dans nos actifs. Globalement, si on veut parler de FICommerce et des solutions qui ont dû être prises ces derniers mois, nous, on est plutôt confiants parce que si effectivement on a environ 40% de nos locataires qui nous ont demandé des mesures d'accompagnement, alors les mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est celles qui ont été prises par tout le monde, en fait. C'est évidemment le report des loyers, c'est en tout cas pour nous le report de la date du paiement des loyers, la mensualisation des loyers et le report du loyer du mois d'avril au mois de juillet. Donc aujourd'hui, si on prend le T2 par exemple, on a environ 36 ou 37% de taux d'encaissement, sachant que ce taux d'encaissement ne représente qu'un mois de loyer, celui du mois de mai. Voilà, donc si on fait une extrapolation, même si ce ne sera pas forcément linéaire, on peut penser que l'encaissement du 2T ne sera pas si mauvais que ça, même si on le craignait un peu, parce que bien évidemment, quand on est pur commerce, on est un petit peu plus sous les projecteurs que si on est pur bureau. Voilà, donc tout se passe plutôt bien. Et aujourd'hui, sur les 40% de locataires qui nous ont demandé des mesures d'accompagnement, il n'y a aucune franchise qui a été mise en place pour l'instant. Donc, c'est uniquement du report. C'est important. Aucune franchise pour le moment sur aucune franchise. Alors, je parle de FICommerce. On pourrait parler d'autres SCPI sur lesquels c'est un petit peu différent, mais pour FICommerce, en tout cas, aucune franchise. Et les reports de loyer, ça représente un petit peu moins de 50%, ce qui veut dire que globalement, on sera à peu près payé en totalité, si ce n'est qu'il y aura évidemment un petit décalage pour le deuxième trimestre 2020. Et si l'on parle du premier trimestre, on a versé 90% du trimestre 1 2019. Donc, très peu d'impact pour le moment, même si, bien évidemment, on est très vigilant et que nous avons tous les jours nos locataires, en tout cas pour ceux qui sont les plus en risque, pour essayer d'adapter au mieux les mesures parce que le report ne suffira pas pour certains. Ok.
Bon, très clair. Merci beaucoup, Jean-François. Nicolas, est-ce que tu peux nous… Même exercice un petit peu pour Efimo. Là, du coup, on passe du commerce au bureau. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de la situation de tes locataires? Alors oui, avant peut-être également, enfin je ne sais pas comment vous voulez procéder, mais on était parti d'une question, je pense qu'il faut pas qu'on l'oublie. Mais effectivement, donc j'ai souligné en introduction la très grande mutualisation du patrimoine d'Efimo avec des locataires qui sont quand même des grandes signatures. Donc c'est quelque chose qui confère au patrimoine quelque part, dans le contexte actuel, une solidité peut-être un peu plus forte, même si tout doit s'analyser au cas par cas. Alors, en matière de taux de recouvrement, on est sur cette SCPI sur un taux qui est plutôt assez bon compte tenu de la contexte, puisqu'on est pas loin des 80%. Effectivement, hein, on a aussi eu un certain nombre de demandes de la part des locataires ça a été un peu automatique hein, chez certains locataires. Après, effectivement, il y a la question de la recevabilité de cette demande pour pouvoir les accompagner. Donc, comme Jean-François le soulignait, je pense qu'on est tous dans une démarche plutôt d'accompagnement, mais à un moment donné, on est aussi là pour défendre des intérêts des porteurs de parts. Donc, on est vigilant sur tous ces sujets-là. Donc un taux de recouvrement qui, pour l'instant, tient effectivement plutôt bien la route, donc qui démontre une résilience assez bonne du patrimoine de la SCPI, qui nous permet quelque part, sur la base des prévisions qu'on a annoncées début avril, il est important de donner un éclairage donc, sur la fourchette de dividendes prévisionnels qui correspondrait peu ou prou à un niveau de rentabilité pour 2020 sur Efimo compris entre 4,33 et 4,77. Donc, on reste aujourd'hui effectivement dans les clous par rapport à ces sujets-là. Voilà. Pour autant, il faut bien entendu continuer à être vigilant puisque tout ça ne se joue pas purement et simplement sur un trimestre. Donc, on est là, on est présent grâce à des équipes qui sont nombreuses et qui nous permettent d'avoir une relation directe avec les locataires. Ça, je pense que c'est un point très important qu'on a toujours mis en avant, mais le contexte, quelque part, le met encore plus en avant. Super. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Là, par contre, sur le parti un peu plus zone géographique, toujours sur le bureau, mais plus pour la partie zone géographique parisienne. Yann, tu peux nous parler un petit peu pour PF Grand Paris? Même thème. Oui, le même thème, effectivement. Nous, on a eu effectivement moins de demandes. C'est notre SCPI sur lequel on a le moins de demandes. On a à peu près une vingtaine de pourcents de demandes de locataires, avec une partie du loyer annulé sur le T2 qui est très très faible, puisqu'on a décidé de faire conformément à la décision de la SPIM, d'annuler les loyers pour les locataires de moins de 10 salariés qui étaient en fermeture administrative, mais on est sur une SCPI qui fait plus de 800 millions, donc on a très peu de locataires de cette taille-là. Et donc, on est à 1,6% du loyer du T2 annulé, ce qui fait moins d'1% annuel, moins de 0,5% annuel, même ce qui est très faible. On avait eu un T1 qui était très, très bon. Voilà. Et aujourd'hui, on est à plus de 60% d'encaissement à la date d'hier. Alors que l'année dernière, à la même période, on était à 70. Donc, vous voyez qu'on est globalement en ligne. Et parce que, comme vous voyez, sur nos demandes, on a quasiment un tiers de nos demandes qu'on a passées en mensuel. Comme on l'expliquait tout à l'heure, l'avantage de passer en mensuel, c'est que ça n'a aucun impact sur le résultat de la SCPI, mais ça permet quand même d'alléger la trésorerie de nos locataires. Et donc c'est quand même idéal. Pour répondre un peu sur la question du bureau, parce que c'était la question de Pauline au départ sur l'avenir du bureau. Cette crise, en fait, elle n'a rien de disruptif. En fait, cette crise, elle est accélératrice, c'est un catalyseur. C'est des choses qu'on voyait déjà. Ce qui se passe sur le commerce, on le voyait déjà. Ce qui se passe sur le bureau, ça ne fait qu'accélérer. Nous, chez Perial, on est passé en télétravail très simplement, tout simplement parce qu'en juin, on devait déménager dans notre nouveau siège et qu'on avait prévu d'être en flex office avec des accords de télétravail. Donc, ça n'a fait qu'accélérer ce qu'on avait déjà prévu. Donc, voilà, on aura toujours besoin de bureaux, mais on aura besoin de mieux de bureaux. Si vous regardez les dernières années, la demande locative et les take-ups sur l'Île-de-France,
et ben depuis, même avant crise, la deuxième couronne et au-delà souffrait déjà plus, alors qu'on avait des taux de vacances historiquement bas dans la ville-centre Paris et en première couronne. C'est pour ça que nous, depuis 3 ans, on s'était repositionné vraiment sur la petite couronne parce que c'est là où il y a le plus de prise à bas et on pense que cette crise va concrétiser ce mouvement qu'on voyait de bureaux toujours plus neufs et plus flexibles avec des normes environnementales toujours plus poussées. On pense que les locataires vont être très vigilants sur ce sujet encore plus à l'avenir. Et sur des localisations qui sont faciles d'accès, qui sont simples. Ok. Hugo, si je peux me permettre de rebondir, juste effectivement tant que c'est concis. C'est concis. On partage cette analyse et clairement, il faut arrêter de croire que ce qui s'est passé avec l'obligation pour tout le monde de mettre en place ces plans de continuité d'activité et de basculer en presque full travail, télétravail, ce n'est pas la fin et la mort du bureau. C'est juste effectivement des phénomènes d'évolution comme ça. Yann le soulignait, on en connaît depuis tout le temps. Donc, quelque part, en tant qu'asset manager, on est aussi habitué à subir les évolutions des marchés. Mais effectivement, on va s'orienter vers davantage de ce qu'on pourrait appeler on va revoir la façon de consommer le bureau. Et c'est là où la notion d'emplacement, de flexibilité des bureaux sera hyper importante. Ok, super, merci beaucoup. Katia, pour la partie métropole régionale plutôt, si tu veux être un peu concise, on a pris un peu de retard. Vas-y, je t'en prie. Je vais me dépêcher. Déjà, je rappelais que Cap Foncière et Territoires, c'est une SCPI diversifiée, donc on a 67% de bureaux, 23% de locaux d'activité et que 10% de commerce. Donc déjà, de fait, de par les activités la typologie d'immeubles, pardon, on était déjà un peu moins touché par Covid. Avant même les mesures de confinement, on avait réalisé une cartographie du risque locatif. On a été très transparent, on a pas mal communiqué à nos partenaires et nos associés. Et on avait identifié en fait uniquement 10% de risques élevés et 74% de risques faibles. On tient un comité locatif hebdomadaire et on a eu, comme nos confrères, une active envers nos locataires, puisque l'ensemble de nos locataires ont été contactés. Et on a protocolé, en fait, un peu comme on l'a dit, qu'avec 8 locataires sur les 40. Les protocoles, c'était aucune annulation de loyer non plus, un report de 2 mois de loyer sur le T2, le règlement des charges, par contre, ça ne touchait que le loyer, et ces loyers sont reportés sur T3, T4. On a eu un seul locataire réellement en difficulté, mais ça représente un peu moins de 3% des loyers, donc autant dire que ce n'est pas très important. On avait provisionné 25% d'impayés donc sur le T2, et début mai, on avait déjà 65% des loyers de l'intégralité du T2 qui étaient réglés. Donc en gros, on est conforme à notre provisionnel par rapport à ce qu'on avait anticipé. Et donc, sur le T1, on a versé 5,14 en mettant en réserve aussi une partie du bénéfice distribuable. On a mis de côté à peu près 10% du bénéfice pour maintenir un T2 qui avoisinera normalement les 5%. Et donc, on aura, comme tout est reporté en réalité sur T3, T4 sur l'année, on pourra maintenir notre objectif de distribution qui sera supérieur à 5%, vraisemblablement entre 5,10 et 5,20. Super. Merci beaucoup. Je te passe la parole, Pauline, pour la suite du QR. Alors, on va passer sur le petit focus en essayant d'être un petit peu plus rapide pour le coup pour cette question. Mais comment vous envisagez effectivement de vous positionner sur les futurs investissements du prochain trimestre, semestre, année, notamment peut-être par rapport au niveau de trésorerie que vous avez en stock, par exemple, suite à la collecte du T1. Donc collecte actuelle et aussi à venir. Voilà, quelles sont les opportunités que vous voyez un petit peu là-dessus. Je laisse la parole peut-être en premier lieu. On va changer l'ordre. D'abord Yann, après Nicolas et puis après Jean-François. En fait, les acquisitions se poursuivent. L'avantage, c'est qu'on avait un T1 très actif d'acquisition. Nous, on a fait 81 millions d'acquisitions au T1 et grosso modo, on a eu 80 millions de collectes. Donc, on a eu un T1 très actif. On a signé notre dernier actif
Rueil au 15 avril. Donc pendant le confinement, donc on a pu continuer pendant le confinement parce que les deals initiés avant, ce qui était compliqué en fait d'un point de vue technique, c'était d'obtenir les DIA et les états hypothécaires, mais ce qui avait été demandé avant le confinement, on a pu closer puisque les notaires pouvaient signer des deals. Donc là, on a encore des signatures prévues. On a 2 signatures prévues cette semaine sur des actifs parisiens situés rue du Faubourg Saint-Honoré, donc très bonne localisation. Donc d'un point de vue, en tout cas sur l'Île-de-France, on a vu un marché qui a continué. Vous avez vu dans la presse, hein, il n'y a pas que nous, hein, il y a eu des transactions qui ont continué à se faire. On est vigilant, on fait plus attention. On est rentré en exclusivité juste au début du confinement, mais on a demandé une exclusivité de 3 mois, ce qu'on ne fait pas d'habitude. D'habitude, on a des exclusivités de 4 à 6 semaines pour avoir le temps, parce qu'on ne peut pas aller visiter l'immeuble, on ne peut pas envoyer nos équipes techniques. Une fois, depuis qu'on a repris, donc on est rentré au bureau il y a 2 semaines de façon raisonnée, mais on est au bureau au moins 2 jours par semaine, et donc nos équipes ont pu aller à nouveau visiter des immeubles. Et donc globalement, c'est une période aussi sur laquelle il peut y avoir des opportunités, puisque à l'opposé, on a des acquéreurs qui sont sortis de certains deals, donc ça peut être le moment de se positionner. Mais ce qu'on pense, c'est qu'on va être un peu tous focalisés sur le même typologie d'actifs, c'est-à-dire des actifs sécurisés, avec des locataires, avec des très bons profils, sur des bonnes localisations. Et donc, les taux sur ce genre d'actifs ne devraient pas fondamentalement bouger à moyen terme. Sur les actifs plus compliqués, là, par contre, il va y avoir une nouvelle échelle de taux. Ça marche. Merci Yann. Nicolas, je te laisse la parole pour la suite aussi sur ce même thème. Oui, alors en étant concis, effectivement, donc nous, on a fort là aussi d'un très bon démarrage d'année, à la fois en termes de collecte et d'investissement. On a quand même pris le parti au démarrage de la crise, quelque part d'être assez prudent avec le stylo, et j'ai rien de poser le stylo sur la partie de l'investissement, voilà, ne pas se précipiter. En sachant qu'on repartirait effectivement à l'attaque, et je vous confirme qu'on est en train de repartir à l'attaque, fort de niveau de trésorerie important, puisqu'on est aujourd'hui à environ 130 millions de trésorerie dans la SCPI FIMO. Donc, on pense que ça va nous permettre de saisir des opportunités qui vont se présenter là, dans un contexte où certains acteurs seront effectivement peut-être dans une logique de vente un peu forcée, mais effectivement en se projetant un petit peu à plus long terme, on a aussi le sentiment que ce contexte va renforcer une dualité du marché, continuer à creuser le fossé entre les meilleurs actifs sur lesquels, effectivement, quelque part, il n'y aura peut-être pas de sujet, il n'y a aucun sujet de valorisation, ils continueront à être très ciblés. Et puis, il y aura les autres actifs. Alors là, en l'occurrence, des actifs de bureaux plus petits, moins agiles, sur lesquels, effectivement, là, ça va devenir de plus en plus compliqué, très certainement. Merci Nicolas. Jean-François, sur les opportunités à venir sur les commerces, pour terminer sur ce thème. Oui, alors j'aurais un petit peu le même discours que Nicolas. Nous, d'abord, on a une collecte qui est pour le moins très maîtrisée, puisque, je le rappelle, mais l'objectif de notre collecte, nous, c'est à peu près 10 à 15% maximum de la capitalisation de chacune de nos SCPI. Donc, vous voyez que pour FICommerce, la collecte et les possibilités d'investissement sont relativement limitées. Néanmoins, donc nous aussi, nous avons fait un très bon premier trimestre. Dommage que ça ne se poursuive pas. Mais ce que l'on a fait, nous, c'est que nous avons poursuivi les opérations qui étaient en cours. Donc, les acquisitions qui étaient sur le point de signer, évidemment, nous avons tenu nos engagements. En revanche, pour le reste, on est plutôt attentiste, parce qu'on pense effectivement, notamment dans le commerce, qu'il risque d'avoir quelques opportunités sur le marché et que ça ne sert à rien de se presser. On n'est pas à 1 mois ou 2 mois près. Donc, on est plutôt attentiste en termes d'acquisition. On a un peu de trésorerie, notamment du premier trimestre, de la collecte du premier trimestre. En revanche, on a continué et même renforcé notre politique d'arbitrage pour compléter, je dirais, ce que nous avions fait depuis maintenant 3 ou 4 ans, à savoir de sortir de tous ces actifs qui sont un petit peu moins bien placés et qui pourraient poser problème. En tout cas, comme mes petits camarades l'ont dit, on est plutôt aujourd'hui sur une tendance à se recentrer sur les actifs de qualité, sur les secteurs porteurs, et donc sortir de tous ces actifs un petit peu plus compliqués.
Donc, on attend un peu pour les acquisitions, même si, évidemment, on a tenu nos engagements sur ce qui était déjà entamé. Merci, merci Jean-François. Passons au thème suivant. Hugo, es-tu toujours là? Je suis toujours là, tout à fait. Il va falloir qu'on aille un petit peu plus vite. Du coup, si on parle un petit peu, on a parlé de valeur de reconstitution, un petit peu la question qui revient est le pendant, si on veut, de la partie rendement. Quid de vos valorisations de parts à tous? On passe au dernier thème? On passe directement, oui, on peut passer sur le RAM d'ailleurs. Commençons par le report à nouveau à ce moment-là. Alors, si on veut justement se baser sur le rendement, vous en avez déjà pas mal parlé, c'est pour ça que je voulais passer, on est un peu en retard, mais parlons rapidement du report à nouveau et de son utilisation potentielle sur le rendement. Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça et sur l'utilisation du RAM dans ton rendement futur? Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous faciliter la tâche et je vais vous parler de performance globale puisqu'elle repose effectivement sur ce qu'on distribue dans cette SCPI de rendement, mais également sur la logique de revalorisation des prix de la part. Donc, on a la chance d'avoir, et c'est valable sur l'ensemble de nos SCPI, à toujours avoir eu une approche historique volontairement prudente et avoir constitué des réserves en cas de coup dur. Bon, ben là, on est certainement face à un coup dur assez important, assez manifeste. Donc, on a la chance de pouvoir capitaliser sur un petit peu moins de 2 mois de report à nouveau en complément de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si plus aucun locataire ne payait ses loyers, on pourrait pendant 2 mois assurer de la distribution. On est très, très loin de ce cas de figure. Donc, ça, c'est important de le souligner. Et c'est effectivement fort de tous ces éléments-là qu'on a fait tourner des hypothèses qui nous ont permis de vous donner des fourchettes de distribution que je vous rappelle, donc entre par rapport au prix de souscription au 1er janvier, entre 4,37 et 4,77 de taux de distribution pour FIMO. Donc, l'impact se limiterait quelque part au maximum à seulement 10% sur la distribution. Donc, ça, c'est le point qui est important. Et puis, en matière effectivement de valorisation du prix de la part, eh bien, on a la chance quelque part d'avoir un très beau patrimoine qui s'est apprécié sur cette SCPI où on a historiquement jamais baissé le prix de la part. Je pense que c'est important également de le souligner. Aujourd'hui, on est sur une valeur de reconstitution à 247 € pour un prix à 237 €. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire le petit calcul, mais c'est vous dire qu'on a déjà, Christian l'évoquait en introduction, cette souplesse, ce coussin, cet amortisseur qui est assez important. On est prêt à quelque part à subir une baisse de 14% de l'ensemble du patrimoine sans devoir toucher au prix de la part. On en est très très loin. Aujourd'hui, on n'a pas de sujet de baisse. Voilà, et quelque part, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est, on est à ce jour à l'aise par rapport au prix de souscription et on est sur des niveaux de distribution qui resteront relativement. Ok, super, merci beaucoup. Jean-François? Nicolas a dit beaucoup de choses parce que ça ressemble étrangement à ce que nous faisons. On a un petit peu moins de 2 mois de report à nouveau, nous aussi. Alors, ça fait maintenant 3 ans que nous augmentons tout doucement ce report à nouveau parce qu'on aimerait qu'il dépasse un peu les 2 mois. Ce qui est très probable, c'est qu'on ne l'utilisera pas, en tout cas pas tout de suite, parce que on ne sait pas encore comment on va sortir de cette crise. Et puis, le commerce, c'est quand même un secteur pas mal touché, en tout cas un peu plus que les autres. Donc, pour l'instant, il n'est pas question pour nous de toucher à ce report à nouveau. On aura peut-être quelques ajustements en fin d'année si jamais on en a besoin, mais pour l'instant, on reste sur ce report à nouveau. Pour ce qui concerne le prix de la part, il a augmenté, comme vous le savez, l'année dernière, très légèrement, mais il a augmenté, donc c'est plutôt bien. Et nous aussi, on est assez tranquille en termes de prix, puisque notre valeur de reconstitution est à 234 pour un prix de part à 230. Vous voyez que tout va bien aussi et que de ce point de vue-là, on n'a pas grand risque. La seule crainte, ce serait les défauts. S'il y avait beaucoup de défauts d'ici la fin de l'année, peut-être que dans ce cas-là, forcément, il y aurait un impact sur le prix de la part, mais on n'en est pas là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de franchise. Pour l'instant, on est sur des reports et a priori, tout se passe plutôt bien. Donc, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'on va essayer de maintenir un rendement digne d'intérêt et en cohérence avec ce que l'on a versé ces derniers temps.
Merci Jean-François. On va du coup enchaîner. Tu nous as fait la transition parfaite sur le dernier thème en ce qui concerne justement les valorisations. C'était une question d'ailleurs qui a été posée 2 fois dans le chat. Par 2 personnes, je ne sais plus exactement les questions, mais effectivement, sur ce focus, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse ou pas, et donc focus sur ces valeurs de reconstitution et ces prix de part. Yann, je te laisse peut-être commencer sur ce sujet. Oui, alors comme les précédents interlocuteurs, nous on est très confort sur ce sujet-là parce que Perial a toujours eu une politique très prudente sur les prix de part et encore plus sur PF Grand Paris. Vous voyez qu'on est à 532 € de valeur de part alors qu'on est à plus de 570 € de valeur de reconstitution. Donc on pourrait absorber une baisse de valeur de plus de 15% avant de devoir toucher à notre prix de part. On est sur la région parisienne, on est là où dans nos patrimoines, les valeurs d'expertise ont plus augmenté ces dernières années. C'est-à-dire qu'en moyenne, PF Grand Paris a vu son patrimoine s'apprécier chaque année depuis 3 ans d'environ 4%. Donc on est très très loin d'anticiper une baisse de 15% du patrimoine, qui plus est en Île-de-France, qui est une région qui est la région la plus solide économiquement en France. Donc sur la partie prix de part, même s'il est toujours très compliqué d'anticiper, parce que je vous rappelle que les valeurs des SCPI sont faites en fin d'année, et donc, mais on est très confort sur le fait d'avoir de la marge par rapport à cette valeur de reconstitution. Merci Yann. Katia, un petit mot là-dessus pour Cap Foncière et Territoires également? Oui, alors nous, on se pose pas la question de devoir baisser la valeur parce qu'en réalité, on est plutôt contraint de devoir l'augmenter. Parce qu'en fait, on avait maintenu notre prix de souscription sur nos 3 SCPI avant la fusion pour qu'elles aient le même prix de souscription. C'est plus simple dans le cadre de la fusion, mais on savait très bien que la fusion aurait pour résultat d'augmenter la valeur de reconstitution. Ça s'est confirmé sur la base des expertises au 1er janvier 2020. Sur la base de ces expertises, on constate, je crois que c'est noté sur le slide qui apparaît, on constate un écart de 11% entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription. Donc on n'est pas dans les clous du point de vue réglementaire. On avait pour objectif d'augmenter la valeur de part 1er avril, sauf que Covid-19 est passé par là, donc on s'est dit on va peut-être pas le faire tout de suite. Alors, on a quand même fait un exercice, nous, en interne, parce que je rappelle que la valorisation des immeubles, elle est quand même du ressort de la société de gestion. On a certes les expertises qui sont réalisées par les experts indépendants, mais ça reste du ressort de la société de gestion. Et donc, on a quand même fait l'exercice de décoter certains actifs de commerce par rapport aux expertises. Et dans ce cadre-là, on arrive quand même à être dans les clous on approche les 10%. Donc, autant dire que c'est le moment de souscrire à notre SCPI, puisque dans tous les cas, on va être obligé de revaloriser la part d'ici la fin de l'année, dans tous les cas. Merci Katia. Nicolas, le petit mot de la fin aussi sur ce sujet? Oui, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Katia, c'est que, et parce que j'ai vu aussi une question passer, et on a régulièrement la question, faut-il attendre que les prix de part baissent pour faire souscrire nos clients? Je pense que vous avez compris, ça ne sert à rien d'attendre parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune perspective de baisse sur les prix de part et quelque part, vous allez faire perdre du temps, vous allez faire perdre du dividende à vos clients. Donc, voilà, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Et je me permets également une autre remarque parce qu'on a aussi eu une question. Quand Laurent, dans ses propos introductifs, évoquait des baisses, notamment il a évoqué une baisse de 24% sur le bureau. Attention, c'est la baisse des titres, de la valeur boursière du titre de l'action des foncières qui travaillent le bureau. Ce n'est pas le sous-jacent bureau qui baisse de 24%. Donc, ne nous méprenons pas. Effectivement, il parle bien de valeur boursière des titres. Donc, pour conclure, je pense qu'effectivement, le sujet, c'est ça, c'est quelque part, il n'y a pas matière à perdre du temps, si je puis dire. Vous avez la chance d'avoir des partenaires qui travaillent les SCPI de manière prudente depuis plusieurs années.
reprenons ce que disait Christian, quelque part, la SCPI, c'est la chance d'avoir une synthèse globale de l'immobilier sur plusieurs années, sur plusieurs formes, plusieurs typologies, plusieurs locataires. Donc ça, c'est quand même de nature à être plutôt rassurant et à assurer une pérennité qui est importante et à nous permettre de traverser cette crise. N'oublions pas qu'on est sur des produits d'investissement long terme, voire très long terme. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à tous. Christian, est-ce que vous voulez peut-être conclure sur tout ça ou est-ce que chacun voulait rajouter un petit élément avant que Christian conclue comme vous voulez. Juste, si vous me le permettez, rebondir sur ce qu'a dit Nicolas en termes de prix de part. Effectivement, je crois que rien ne sert de patienter si on a un investissement à faire. Et puis, j'ajouterai une chose, alors c'est peut-être un petit peu commercial ça, mais c'est pourtant la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, toutes les SCPI ont un délai de jouissance, que ce délai de jouissance, il est quelquefois critiqué parce qu'on ne touche pas de loyer pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 mois, suivant les SCPI. C'est justement le moment d'investir parce que ce délai de jouissance correspond parfaitement à la période difficile que vont supporter les SCPI, puisqu'on devrait avoir tous plus ou moins des baisses de distribution sur les mois qui viennent. Et bien, profitons de cela pour faire des investissements et de passer le délai de jouissance avec un peu plus de facilité. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a aujourd'hui aucune raison de patienter pour les investissements. Et puis, encore une fois, regardons les choses comme elles sont, c'est-à-dire que nos SCPI, ça fait X crises qu'elles passent et qu'elles passent plutôt bien les choses. On va encore avoir cette année des performances difficiles sur pas mal de classes d'actifs. La SCPI va faire une performance qui sera globalement, dans le pire des cas, d'un tiers ou d'un quart plutôt inférieur à ce que ça avait été l'année dernière, à savoir que si on a fait 4,40 de rendement en moyenne, je crois, l'année dernière sur les SCPI. Si cette année, on fait 3,40, 3,50 ou 3,60, même 3,60 aujourd'hui, dans une période de crise, je crois que les porteurs de parts pourront être satisfaits. Donc, n'hésitons pas à nous positionner sur cette classe d'actifs formidable. Yann, le petit mot de la fin aussi, allons-y. Et si on veut être un peu plus, aller encore un peu plus loin sur ce délai de jouissance, dire que des gens qui achètent des SCPI maintenant, en général, alors nous, PF Grand Paris, c'est le premier jour du 6e mois, donc si vous l'achetez en juin ou en juillet, vous toucherez du dividende du 4T, et qu'au 4T, ça va être, comme on parlait tout à l'heure des RAN, vraisemblablement le trimestre où on versera du RAN. Nous, encore une fois, on a prévu de l'utiliser si besoin, mais on a prévu de l'utiliser si besoin qu'en fin d'année. Donc, si on veut pousser un peu plus loin la logique, c'est vraiment le moment idéal parce que c'est le trimestre qui devrait être, puisque effectivement, le T2 devrait être en baisse, on devrait compenser avec le T4 en utilisant un peu de RAN. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour rentrer sur des SCPI aujourd'hui. Merci beaucoup, Yann. Christian, je vous laisse le mot final. Alors, le mot final, il va être sur 2 points. Le premier point, derrière le nom d'une SCPI ou derrière le mot d'une SCPI, il y a de l'immobilier, mais derrière ce mot, il y a l'immobilier, ça se consomme. On le consomme pour de l'habitation, pour du commerce, pour du bureau, pour du tourisme, pour du résidentiel, pour des tas de choses. Il faut savoir que les habitudes de consommation changent et le fait de souscrire une part de SCPI permet d'accompagner ces habitudes de consommation. Ça répond en partie à la question, sans savoir quelle sera la conjoncture, mais à la question qui a été posée, par exemple, sur l'immobilier de bureau du télétravail. Le fait, par exemple, de continuer à pouvoir collecter va permettre d'acquérir des bureaux qui répondent aux normes actuelles et de diluer l'ancien, ou d'avoir des provisions pour pouvoir rénover l'ancien pour qu'il se mettent aux nouvelles normes d'habitude de consommation. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important, c'est que derrière un nom, il y a un patrimoine qui, dans le temps, accompagne les habitudes de consommation. Ça, c'est un point important et c'est pour ça qu'il est important que tous les ans, on soit capable d'investir et d'acquérir de l'immobilier parce que petit à petit, derrière un seul mot, je prends encore celui d'Immorente, on était 100% commerce il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est une SCPI diversifiée. On n'était qu'en Île-de-France. Aujourd'hui, on est dans toute l'Europe. Derrière le même nom, on a accompagné les habitudes de consommation d'un bien immobilier pour les locataires. Et c'est ce qui fait le résultat et la sécurité d'un produit de type SCPI dans l'immobilier. La deuxième chose dont on a très peu parlé aujourd'hui, c'est la gestion des flux. La gestion des flux est quelque chose, donc de la collecte.
c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde se plaignait que l'immobilier était un petit peu cher. Là, il va peut-être baisser, peut-être, on n'en sait rien. C'est le moment, je dirais, d'avoir du cash pour pouvoir acheter de l'immobilier, peut-être dans de meilleures conditions. C'est aussi le moment, sans présager de la conjoncture, même si tout le monde est optimiste, et je le suis aussi, de pouvoir se dire on a suffisamment de cash pour ne pas avoir de problème de marché secondaire, même s'il n'y en a pas pour l'instant. C'est le moment de pouvoir acheter de l'immobilier qui réponde aux nouvelles normes de consommation de l'immobilier, tout simplement. Donc, le mot, en fait, consiste à dire que l'immobilier, c'est un bien tangible, avec derrière un bail sur du long terme, et derrière, au travers d'une SCPI, on peut accompagner toutes ces habitudes de consommation à une seule condition, c'est qu'on ait une gestion des flux qui soit régulière. Et là, c'est effectivement, vous le savez, depuis 30 ans, on plafonne les souscriptions et par partenaire et par client. C'est peut-être la première fois, hormis de 93 ou à 96, où peut-être on devrait un peu lâcher parce qu'il y a un fort potentiel qui est pas mal d'opportunités qui arrivent sur le marché et il faut être assez rapide pour les prendre parce que ça va être le marché qui va le mieux résister à toutes les classes d'actifs. Quand on parlait de performance, il faut savoir qu'un trimestre d'une SCPI va correspondre à une année de performance d'un fonds en euros. Donc, quand on dit est-ce qu'il faut attendre ou pas, à vous de faire les calculs pour vos clients et leurs objectifs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Christian. J'ai vu effectivement quelques questions passer de certaines personnes qui souhaitaient qu'on parle d'autres SCPI. Malheureusement, on ne peut pas parler de toutes les SCPI que vous avez dans les portefeuilles et dans nos contrats UNEP. Ça fera l'objet d'autres webinaires. Aujourd'hui, on a essayé de faire le focus sur 4 SCPI. Navré, voilà, pour les autres, on en fera d'autres. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine fois. On va vous envoyer bien évidemment les slides plus l'enregistrement pour ceux qui le souhaitent. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Si Hugo, tu veux rajouter quelque chose. Merci à tous déjà pour votre participation et à très vite pour un nouvel épisode des Rendez-vous de l'IMO. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir et à bientôt.